Bon, on va commencer. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Le sujet de cette conférence, c'est comment la RSE permet-elle de revaloriser le métier d'opérateur funéraire. Et comme vous le voyez, on s'est mis à plusieurs pour répondre à cette question et vous présenter notre réponse à cette question. Donc les personnes qui vont intervenir, c'est Gauthier Caton du groupe Caton, Kevin Roux de la Maison des Obsèques, Patrick Lerognon de l'UPFP et directeur général des pompes funèbres de La Rochelle, intercommunal de La Rochelle, Mathieu Sauveplane des pompes funèbres... j'ai dit quoi? Mathieu, excuse-moi, je suis désolée. Manuel Sauveplane. Manu, des pompes funèbres Occitane, et Yves Pariot de Pronéo, qui vous expliquera plus particulièrement son rôle et qui est Pronéo. Et moi-même, je suis Chantal Casals et je suis consultante au sein d'un cabinet qui s'appelle Casals & Partners. Alors, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est un concept ancien. C'est un mot, une expression que vous avez probablement entendu déjà 1000 fois. La question, c'est quelle est l'utilité pour des entreprises du funéraire d'engager une démarche RSE? Est-ce que cette démarche, ce type de démarche, ça peut créer de la valeur pour vos entreprises, pour vos organisations? Et en fait, notre conviction, celle qu'on va partager avec vous, c'est qu'une démarche RSE est une opportunité pour le funéraire et notamment pour revaloriser les métiers du funéraire. Et donc en fait, on est ici pour présenter le premier label RSE créé spécifiquement pour le monde du funéraire, pour les entreprises de pompes funèbres, pour les crématoriums, pour les collectivités qui ont en charge la gestion des cimetières, pour les activités de marbrerie et pour la vente et le conseil des produits de prévoyance obsèques. Alors, avant de nous intéresser tout particulièrement au domaine du funéraire, et comme je vous disais qu'effectivement cette expression RSE, on l'a tous entendue, mais on ne sait pas toujours ce qu'on peut mettre derrière, je vais vous donner quelques éléments de contexte avant de passer la parole à mes collègues. Déjà, la RSE, ça correspond à une définition juridique. Vous avez une définition maintenant dans la loi française, dans les règlements européens de ce qu'est la RSE. Et pour faire simple, et on va essayer de toute façon tout au long de cette conférence de faire le plus simple possible, c'est la contribution des entreprises aux enjeux de développement durable. Et déjà, quand je dis ça, c'est pas si simple que ça, parce que développement durable, là aussi, on sait bien qu'il y a beaucoup de concepts qui se mettent derrière. Plus précisément, ça dit que tout organisme doit avoir un impact positif sur la société, tout en étant économiquement viable. Donc la RSE, elle ne s'oppose pas au développement économique, pas du tout, mais par contre, c'est une attente supplémentaire qu'on a vis-à-vis des entreprises et des organisations. Et pour ça, depuis la loi Pacte, le Code civil a changé sur la définition de l'objet de l'entreprise. Ça disait autrefois, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Et maintenant, on a rajouté une phrase qui est « La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Donc maintenant, c'est dans le Code civil. Pour autant, il faut transformer ça maintenant en action et en concret. Alors, ça correspond à quoi plus précisément? Ça correspond à une vision maintenant qui va être plus équilibrée de l'entreprise, c'est-à-dire qu'au-delà de la performance économique, c'est-à-dire je dégage du profit pour pouvoir investir et pour être viable, on va rajouter des éléments de performance sociale, de performance sociétale, c'est-à-dire la façon dont vous allez travailler avec localement, à être un acteur local ou un acteur, et ça a tout son sens dans ce salon, un acteur de la profession du funéraire. Et puis un dernier aspect, et on a trop souvent tendance à le mettre très en avant,
un dernier aspect qui est la dimension environnementale. Mais encore une fois, je reviens sur le sujet, RSE, ça ne veut pas dire responsabilité sociale et environnementale, ça veut dire responsabilité sociale des entreprises. Donc on n'est pas uniquement sur une approche environnementale, mais bien une approche qui va embarquer tout un tas de dimensions. Si j'arrive à vous les montrer, voilà, un certain nombre de dimensions. Alors j'ai peur que ça ne soit pas très lisible, mais on va parler du respect des droits de l'homme. Alors c'est pas forcément un sujet dans le funéraire, mais quand même c'en est dans un certain nombre d'entreprises. On va parler, et ça c'est tout de suite très concret, des relations et des relations sociales et des conditions de travail. On va parler de communauté et de développement local. On va parler des questions relatives aux consommateurs. On va parler de la loyauté des pratiques et au milieu de tout ça, on va mettre en place une organisation qui embarque toutes les parties prenantes de l'entreprise, les consommateurs, les collaborateurs, les associés, etc. La RSE, c'est donc, ça regroupe tous ces sujets. Alors là encore, ça va être maintenant le rôle de mes collègues de simplifier tout ça, parce qu'une fois que je vous ai dit ça, l'un des problèmes que l'on a souvent concernant la RSE, et je suis moi-même dans une TPE, c'est de se dire, ouais mais ça c'est un machin pour les grosses boîtes, et moi je ne suis pas forcément concernée, parce que je suis dans une petite entreprise. Et c'est là qu'on va se rendre compte que finalement de la RSE, dans les petites entreprises, dans les entreprises moyennes, dans les PME, on en fait déjà. On en fait déjà. Et le but de ce label, ça va être de valoriser des choses que vous faites déjà. J'ai oublié de préciser que naturellement, à la fin de la conférence, vous aurez la possibilité de poser des questions aux intervenants. Ce qu'il faut voir également dans la RSE, c'est que les comportements, que ça peut aussi apporter un avantage concurrentiel. Très clairement, les comportements de consommation en ce moment changent. Nous, notre cabinet est tout particulièrement spécialisé sur ces sujets-là. Et on voit bien que ces sujets de responsabilité sociale sont en train progressivement d'avoir de plus en plus d'impact sur les modes de consommation. Alors naturellement, aujourd'hui, ça touche surtout la consommation, la distribution de détail, etc. Mais progressivement, on voit bien que ça commence à infuser sur tous les types de consommation, et notamment chez les plus jeunes. Enfin, quand je parle des plus jeunes, c'est les gens de moins de 35 ans, donc pas non plus des enfants, hein, qui annoncent, qui disent avoir maintenant, de plus en plus souvent, une réflexion sur le développement durable au moment où ils font un acte d'achat. On sait qu'il y a des choses qui ont bougé par rapport à ça à cause de la crise du Covid, ça a eu un impact. Est-ce que c'est durable ou pas? On ne le sait pas encore, naturellement, puisqu'on est encore dans la crise du Covid, soyons clairs. Mais malgré tout, ces changements, ils sont observés, ils sont maintenant documentés, il faut les avoir en tête. Ce n'est pas un effet passager, ce n'est pas un effet de mode, c'est en train de s'imprimer dans nos comportements. Et puis, un autre aspect qu'il faut mettre en avant et qui sera mis en avant, c'est le sujet de l'attractivité vis-à-vis des collaborateurs. Comme tous les secteurs, le funéraire est en tension pour trouver des collaborateurs. De la même façon que nos comportements de consommateurs changent, nos comportements, quand on est à la recherche d'un emploi, ils sont également en train d'évoluer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui peut motiver des gens dans le choix d'une entreprise plutôt qu'une autre, c'est justement le fait qu'il y a un sens, qu'il y a des engagements de développement durable, qu'il y a une gouvernance qui embarque les collaborateurs, et tout ça, c'est porté par le label RSE qu'on va vous présenter. Alors, c'est pour répondre à ces enjeux donc, de RSE que des professionnels du funéraire se sont regroupés au sein d'une association dont on va signer les statuts tout à l'heure, pour créer un label du funéraire responsable et engagé. Donc maintenant, je vais me tourner vers Kevin Roux, qui est responsable juridique de LMO et qui est engagé dans ce projet pour la Maison des Obsèques.
Donc la Maison des Obsèques, c'est un acteur relativement récent dans le monde du funéraire français. C'est le résultat de l'association de mutuelles, de MUTAC, d'Harmonie Mutuelle et de la MGEN. Donc les mutualistes, ils portent naturellement ces enjeux de RSE, ça fait vraiment partie de leur raison sociale. Et donc la question que je vais d'abord poser à Kevin, c'est quel est le constat que... On va se tutoyer d'ailleurs, ça me paraît plus simple. Quel est le constat que tu fais sur l'image renvoyée par la profession du funéraire ? Et est-ce que c'est ce constat qui a amené la Maison des Obsèques à s'impliquer dans la démarche RSE commune à notre groupe ? Merci Chantal, bonjour à tous. Pour faire simple et rapide, évidemment, par rapport à mes fonctions de juriste, aujourd'hui responsable juridique, mais avant j'ai été déjà dans le funéraire et au niveau juridique, j'ai pu constater que l'image du métier était impactée souvent par des rapports, des articles de presse et une visibilité auprès du grand public qui était parfois délicate. Tous les 2 ans, on a un petit article de la société de UFC Que Choisir où comment ça marche, ou enfin bon, ce genre de 60 millions de consommateurs, pardon, ce genre de société qui n'arrange pas forcément la visibilité de notre secteur, que ce soit au niveau de la prévoyance, au niveau des petites erreurs qu'il peut y avoir par-ci par-là, comme dans n'importe quel métier. Il n'y a pas très longtemps encore dans l'année, on a pu voir, pour ceux qui sont au courant, du côté de Mérignac, un article peu reluisant sur les pratiques de notre profession. Et la problématique, en fait, c'est qu'à force de mettre en avant les erreurs que certains peuvent faire dans notre profession, et c'est humain pour certains, sans mettre en avant l'effort, notamment que notre profession a pu traverser, notamment pendant la crise Covid, où on l'a tous constaté, on a été un peu relégués comme la dernière roue du carrosse, avec les aides qui sont venues difficilement, les apports logistiques en masques qui sont venus difficilement pour nos équipes. Toutes ces questions-là, en fait, c'est apporter systématiquement un aura un peu délicat à notre profession, alors qu'au quotidien, on s'en rend compte, nos familles, lorsqu'on les a reçues, lorsque nous nous sommes occupés d'elles, sont contentes de notre service. Mais ce n'est pas une fois qu'on les a reçues qu'on a besoin de les convaincre, c'est ce grand public qu'on n'a pas encore atteint et qu'on ne peut pas atteindre puisqu'on ne vend pas des services facilement qu'on peut proposer facilement. On ne peut pas aller chercher la personne lambda comme on pourrait le faire si on vendait de l'hi-fi ou ce genre de produit. Du coup, c'est ce grand public qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller convaincre que notre métier n'est pas un regroupement de crapules qui ne pensent à se faire du fric que sur le dos des morts, que ce sont des gens humains qui ont des valeurs. Et pour être présent dans ce métier depuis de nombreuses années, je n'ai côtoyé que des gens avec des valeurs. Et le label RSE, finalement, va permettre d'aller chercher ce grand public et de casser cette image par la démonstration argumentée, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte plus tard, notamment avec Yves, la démonstration argumentée que notre métier répond à des valeurs, répond à des engagements et se veut aussi vertueux, voire plus que n'importe quel autre. Je dis voire plus, peut-être un peu de chauvinisme, pour la simple et bonne raison que je suis convaincu vraiment de notre métier, de la beauté de notre métier. Et c'est surtout qu'on s'occupe de personnes dans des moments très délicats et on s'occupe de défunts. Donc il faut qu'on soit vertueux, on l'est déjà et il faut qu'on le montre vraiment à l'ensemble de la nation, presque, j'aurais tendance à dire, pour plus qu'on soit systématiquement relégué dans ces moments difficiles
aux derniers étages de ceux auxquels on pense, alors qu'on vit exactement les mêmes choses, on traverse exactement les mêmes difficultés que les soignants, que les hospitaliers. Donc il faut vraiment qu'on travaille cette image, qu'on se modernise sur cette question-là et qu'on avance tous ensemble, parce que c'est tous ensemble qu'on y arrivera, pour porter justement cette nouvelle approche du funéraire. Merci beaucoup Kevin. Ce que je retiens tout particulièrement et ce que tu exprimes, c'est vraiment la nécessité d'une démarche qui concernerait l'ensemble des acteurs de la profession, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics ou qu'ils soient issus de l'économie sociale et solidaire, pour justement travailler ensemble, collectivement sur cette image. Alors du coup, je vais passer la parole à Gauthier Caton. Donc Gauthier, tu es le directeur général du groupe Caton, donc qui porte ton nom, qui est implanté dans 7 départements, qui a été fondé en 1988 et surtout tu es issu d'une famille qui travaille dans le funéraire depuis 5 générations. Et puis tu es aussi, et là c'est un engagement qui dépasse le groupe familial, tu es également au conseil d'administration du choix funéraire et tu es porte-parole de la CPFM. Alors la question que je te poserai, c'est comment une PME comme la tienne, comme la vôtre, répond aux enjeux d'image du métier qui sont évoqués par Kevin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être tous venus présents à cette intervention sur la RSE. Je suis très content de voir que le sujet intéresse parce qu'on est presque aussi nombreux que le digital. Ça veut dire que la RSE va aller peut-être plus vite que le digital dans notre métier. Donc merci pour l'introduction. Donc oui, je suis plusieurs mandats. On est 200 collaborateurs dans l'entreprise. On a 43 agences et 21 chambres funéraires. Et c'est surtout pour vous expliquer que la RSE chez nous est plus lourde à mettre en place également. Donc finalement, c'est pas plus on est gros, plus c'est facile. Au contraire, à toute taille d'entreprise, on peut le faire. Pour revenir sur ce que Kevin disait, pardon, nous, alors ça fait 5 générations qu'on fait ce métier, donc ça fait 5 générations qu'on est habitué à ce que les pompes funèbres soient critiquées. Et finalement, ça fait 5 générations qu'on n'a pas vraiment trouvé la pirouette pour que ça s'arrête. Donc on répond à des attaques et on se justifie des attaques, mais en fait, on n'a jamais vraiment pris le contre-pied. Et nous, ça fait maintenant quelques années qu'en fait, on a fait un choix, c'est de se dire, OK, on a un déficit d'image, c'est comme ça. Bon, voilà, on part d'une situation, ça ne sert à rien de revendiquer, d'expliquer qu'on se lève la nuit, qu'on va chercher des corps sur la bonne chemin de fer, les gens s'en foutent. En fait, dans tous les cas, ce qui ressort, c'est qu'on est des voleurs et qu'on est cher. Bon, ok. Partant de là, il faut essayer de faire quelque chose. Donc du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a maintenant à peu près 3-4 ans, on a commencé, alors ça répond à et pourquoi la RSE chez nous et pourquoi la différenciation commerciale ou concurrentielle. C'est que finalement, ce déficit d'image, on l'a corrigé par des actions positives d'image. Donc, au lieu de juste dire qu'on était courageux et qu'on se levait la nuit, on a commencé à faire des choses palpables et tangibles pour la population locale. Par exemple, on a des ruches sur nos centres funéraires, on offre le miel au CCAS local en fin d'année et on offre une partie de la production du miel aux œuvres sociales locales. On a mis des bornes électriques sur nos centres funéraires. On replante des arbres à chaque cercueil vendu parce que j'en avais un peu marre qu'on me pose le cercueil en carton à mon offre qui, moi, au demeurant, était absolument pas polluante, mais on passait en général quelques semaines après la Toussaint, on m'expliquait que si je vendais pas de cercueil en carton, c'est parce que j'étais un bandit, que je cherchais à faire de la marge abusive, etc. Et en fait, finalement, on n'avait jamais traité le problème. Donc aujourd'hui, on replante un arbre à chaque cercueil vendu, ce qui veut dire qu'on réduit notre impact de consommation de bois. Et ça, c'est tangible et c'est non discutable. Et donc du coup, toutes ces actions cumulées dans notre entreprise, en fait, nous ont mis naturellement dans une sorte de démarche RSE et une sorte de différenciation concurrentielle, parce que finalement, on ne parle pas de la même chose que les autres. On dit jamais qu'on est mieux, on dit jamais qu'on est plus fort, on dit jamais qu'on est moins cher, on dit juste qu'on est différent et on parle de choses différentes. Alors je sais que peut-être certains me suivent sur LinkedIn ou on est peut-être en contact sur LinkedIn, donc vous êtes peut-être habitués à avoir des publications un peu différentes. Et en tout cas, on a toujours fait ce choix de dire arrêtons de nous justifier et de communiquer autrement, mettons des actions concrètes, positives, à échelle locale, et voyons ce que ça donne. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est plutôt très efficace. C'est extrêmement vertueux parce que, là on va y venir sur la notion de collaborateur, nos collaborateurs, ils sont sensibles, on découvre au sein de ses propres équipes des gens qui ont une sensibilité dont on n'avait pas connaissance, et on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent chez nous depuis 10 ans et qui tous les week-ends
font des actions environnementales dans des associations X ou Y qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. Et donc du coup, ça crée un lien très différent avec ses collaborateurs et ça évite de, parce que j'ai une conviction profonde qui ne m'engage que moi, que de parler de PVM et de profit n'est pas très efficace dans le temps pour pérenniser sa relation avec ses collaborateurs. Et que finalement, nos collaborateurs, la conviction profonde d'un conseiller funéraire, c'est de conseiller des familles et d'accompagner des familles. Donc du coup, il faut qu'ils trouvent une motivation par ailleurs. Et la motivation devrait, dans une entreprise qui fait des choses positives à échelle locale, parce que nos arbres ne sont pas plantés en Tanzanie, ils sont plantés sur nos territoires, dans le Loir-et-Cher, en Vendée. C'est systématiquement sur des zones sinistrées qui ont eu un impact. Donc du coup, à chaque fois, c'est concret. Par exemple, l'organisation qui plante des arbres nous propose d'emmener des collaborateurs en période de plantation pour qu'ils participent aux plantations, etc. Donc c'est très concret. Au niveau de nos images, on a tous sur le territoire une très bonne image. A priori, si vous êtes présent et existant, c'est que vos familles vous font confiance. Sauf que la qualité est subjective et que la RSE est objective. C'est-à-dire que quand on a un label et qu'on est engagé et qu'on est labellisé, forcément, c'est que nos actions sont objectives. On ne fait pas du greenwashing, on ne plante pas un arbre et ensuite on ne dit pas 10 fois qu'on l'a planté. On en plante 1000 et on le dit une fois. Et on fait plein de choses positives. Donc c'est pour ça, en tout cas, que nous, c'était naturel, enfin c'était très naturellement qu'on s'est orienté vers cette démarche à l'époque et vers ce mouvement aujourd'hui. Pour en revenir ensuite dans la continuité des points, aujourd'hui, il y a une chose nouvelle qui a évolué, que vous voyez dans vos secteurs, c'est que les cérémonies religieuses se réduisent. En moyenne, en tout cas sur nos territoires, je crois que c'est à peu près pareil au niveau national, on est sur quasiment 40% des cérémonies qui sont civiles aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui est nouveau, c'est que les convictions ne sont plus religieuses, mais elles sont sociétales ou environnementales. Notre métier à nous, c'est de célébrer la vie de quelqu'un et donc de respecter ses convictions ou ses croyances. Quand il n'y a pas de croyances religieuses, on respecte quoi? On ne respecte pas grand-chose. Alors on va aller chercher un artiste, une thématique pour essayer de faire une belle cérémonie à l'image du défunt. Quelqu'un qui toute sa vie est respectueux de l'environnement, ses convictions, elles sont environnementales. Donc il faut que nous, opérateurs funéraires, on puisse avoir des offres ou des actions ou des modes d'accompagnement qui soient respectueuses des convictions nouvelles qui sont sociétales, environnementales et les gens qui arrivent sur votre parking en voiture électrique, s'ils ont acheté une voiture électrique, c'est qu'ils ont des convictions. Parce que ça coûte plus cher, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà cherché à faire un comparateur, on a très envie, puis quand on voit le prix, on a moins envie. Donc les gens qui l'ont sur le parking, ils sont allés jusque-là. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont forcément une conviction particulière. Et ces gens-là, on ne peut pas se limiter à avoir un cercueil sur 14 ou sur 15 qui serait à moitié éco-conçu. Donc, par exemple, nous, on est en train de revoir toutes nos gammes de cercueils, toutes nos gammes de capitons, parce qu'aujourd'hui, ça me paraît impensable, et je pense qu'on le fait tous, on ensevelit quotidiennement au travers des inhumations des produits synthétiques dans le sol. Au quotidien. Et ça pose aucun problème, et ça ne choque pas, et ça ne choque pas les familles. Sauf que quand on sort du contexte de la réalité, on fait venir du rose du Kenya par avion pour faire nos dessus de cercueil. Nos poignées en métal viennent d'Asie. On met des capitons synthétiques dans le sol. Bref, en gros, le parcours, il n'y a pas plus polluant qu'un parcours d'obsèques aujourd'hui, simplement parce que les professionnels n'ont rien fait pour le moment. Alors, ce n'est pas culpabilisant de le dire, mais c'est juste une réalité. Donc, ça veut dire que, par exemple, nous, aujourd'hui, on va arrêter tous les produits capitons synthétiques, uniquement en matière naturelle, donc par la force des choses biodégradables. Alors, ça coûte plus cher. C'est vrai, un peu. Je ne crois pas que la marge soit le sujet du funéraire. Enfin, alors après, je pourrais en discuter avec certains, mais je serais surpris que vous manquiez de marge sur les produits. Donc c'est dommage de ne pas aller sur ce genre d'action qui ne peut que être bénéfique en termes d'image pour la profession en général. Tout ne sera pas parfait, on ne fera pas 100% de bio, mais déjà en faire 80%, c'est déjà très bien. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on a pris cette démarche et voilà toutes les actions qu'on peut faire aujourd'hui pour ce faire. Je vais essayer de ne pas dépasser. Pour l'instant, c'est parfait. L'autre sujet que tu m'as demandé, c'est le sujet de la mobilisation des équipes et par la force des choses, le recrutement et les conséquences que ça a. Parce que fidéliser les équipes veut dire réduire le turnover, veut dire attractivité de l'entreprise par la force des choses. Si vous n'avez que des collaborateurs qui sont chez vous depuis 15 ans et qui sont très heureux d'être chez vous, c'est souvent les meilleurs recruteurs pour vous. C'est eux qui parlent de l'entreprise. Vous pouvez mettre les plus belles annonces du monde avec une présentation parfaite de votre boîte. Si tous les maîtres de cérémonie de chez vous, les porteurs, disent que vous êtes une mauvaise boîte, bizarrement, vous n'avez pas de candidature. Et ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est juste que le terrain est la base du recrutement. Aujourd'hui, donc, tous nos collaborateurs sont extrêmement impliqués dans cette démarche. Ils sont extrêmement sensibles. Nos deux objectifs sont simples. Nous, c'est travailler la qualité
des cérémonies, de l'accompagnement des familles avec des vraies valeurs et respecter l'environnement. Le reste, on part du principe qu'il en découle naturellement. Les parts de marché seront là, la logistique sera là, l'organisation sera là et la performance économique de l'entreprise sera là. Mais le socle, il est là. Alors certes, parfois quand on n'est pas forcément dans cette dynamique-là, c'est une action à mener. Nous, ça fait, je vous dis, 3-4 ans. C'est une grosse conduite du changement, mais ça vaut vraiment le coup. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis l'une des rares entreprises, ou alors ceux qui me parlent me mentent, je n'ai aujourd'hui à ce jour aucun problème de recrutement. Quand je dis aucun, c'est qu'on a trop de candidatures. Mais c'est pas vraiment, enfin, qu'on soit bien clair, hein, c'est pas du tout, c'est juste parce que le constat de ça, de cette dynamique-là, fait qu'aujourd'hui, j'ai la moitié de mon équipe d'encadrantes qui sont venus chez nous uniquement parce qu'à force de suivre les activités de notre groupe, ils ont vu et partagé des valeurs de notre groupe et ils ont postulé chez nous. Sans annonce, par des candidatures spontanées. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le sujet du recrutement, il est là. Comment on attire des gens qui sont souvent rarement de la filière, parce que vous avez tous le même problème, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de BTS funéraire, donc c'est-à-dire que par la force des choses, les gens arrivent pour des raisons diverses et variées, donc il faut réussir à les faire venir. Pourquoi travailler dans une boîte de pompes funèbres plutôt que dans une banque, plutôt que dans une mutuelle, plutôt qu'ailleurs? Si finalement on n'a pas d'avantage, une image rétrograde, un peu parfois négative, et que finalement l'entreprise à échelle locale n'est pas connue et ne rayonne pas par son réseau sur des actions tangibles, vous n'attirez pas les candidats. C'est pas possible. Alors que quand on commence à se mettre... Aujourd'hui, on met en place, dans la logique RSE toujours, mais qui n'est pas qu'environnemental, qui est aussi sociétal. On signe des collaborations avec des artistes locaux pour faire des urnes personnalisées en collaboration avec des artistes. Donc on est par exemple, je suis parrain du programme de l'école supérieure d'art moderne d'Orléans sur un programme d'urnes biodégradables. On s'est mis parrain de manière à ce qu'on puisse être invité aux inaugurations, faire partie des tables rondes. Donc ça nous rend dans un domaine où aujourd'hui j'ai des gens qui viennent postuler chez nous, qui m'ont rencontré au travers d'actions finalement qui étaient un peu sociétales ou un peu environnementales et qui ont découvert notre métier, qui n'auraient pas forcément imaginé notre métier comme j'en parle et comme finalement sur les sujets sur lesquels on allait. Pour eux, on était des vendeurs de cercueils et on enterrait des morts en corbillard, quoi. C'est à peu près tout. Et là, ils se disent, putain, c'est incroyable. Des boîtes de pompes funèbres font l'environnement, replantent des arbres, collaborent avec des artistes. Et au-delà d'être très enrichissant personnellement, parce que c'est très enrichissant personnellement, ça prend du temps, mais c'est très enrichissant, ça attire les gens. Forcément. Parce qu'on a un métier qui attire, qui a des valeurs, qui a de la proximité, on est créateur d'emplois, on est quand même rassurant sur la stabilité de notre métier. Souvent, les gens vont le dire, vous êtes tranquille, il y aura toujours des morts, on aura toujours besoin de vous. C'est toujours... Donc, malgré tout, les gens ont besoin de ça. Mais il faut communiquer avec les gens. Et communiquer avec les gens, ça passe par la RSE. J'ai déjà débordé. Un petit peu, mais voilà. c'était intéressant. Et je suis très content même d'intégrer le label F. Voilà. L'UPFP, au travers de Patrick et de la Maison des Obsèques, m'ont intégré dans la table ronde dès le départ. Et j'en suis ravi. Parce que ça prouve aussi à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens d'horizons différents ici, que ce n'est pas les groupes, les mutuelles, les publics, les privés. C'est un sujet qui réunit tout le monde. On a tous intérêt. L'image de la profession, elle est la même. Quand on dit les pompes funèbres sont des voleurs, ils ne font pas de distinction. C'est le public, c'est le privé et c'est les groupes. Donc c'est-à-dire que si les pompes funèbres sont des gens bien, ça sera bien pour tout le monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Gauthier. Donc vous l'avez compris, hein, Kevin, Gauthier, ils répondent partiellement à la question en disant pourquoi est-ce qu'il faut faire de la RSE, pourquoi ça apporte réellement quelque chose à votre métier. Maintenant, je vais passer la parole à Patrick Lerognon. Patrick est directeur général des pompes funèbres La Rochelle et Île-de-Ré. Tu es également secrétaire général de l'Union du pôle funéraire public. Donc après les mutuelles, après l'entreprise familiale privée, passons au public. Et c'était tout l'intérêt de cette table ronde de réunir des petits, des moyens, des grands, du public, du privé, du mutualiste, etc. Alors très clairement, Patrick, il est à l'origine de ce projet. C'est lui qui a eu l'idée au départ et effectivement, c'est lui qui nous a rassemblés autour de lui. Et donc, c'est assez logique que ce soit à lui que revienne l'honneur, le plaisir, on va dire, le plaisir de présenter ce label dont je vous dévoile le logo. Voilà, non, là, je vous dévoile le logo de l'UPFP. Voilà le logo du label. Merci Chantal, merci à toutes et à tous de votre présence nombreuse ce matin.
effectivement, eh bien, j'ai le privilège de vous présenter ce tout nouveau label, ce label sectoriel du funéraire engagé et responsable. Comme vous l'avez vu, on fait tous un peu de la RSE sans le savoir, et il convient aujourd'hui d'être reconnu au travers de ses engagements et de sa responsabilité et de sa performance globale dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises ou des organisations d'ailleurs. On parle de RSO comme on peut parler de RSE aussi. Alors le label, il est là pour quoi? Le label, il est là pour certifier la conformité d'une organisation ou d'une entreprise au regard d'un référentiel métier associé au funéraire. Donc un référentiel spécifique au métier du funéraire, parce qu'il existe en matière de RSE un référentiel qui est le référentiel de l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est un référentiel très généraliste et international. Et donc il convenait pour la profession, pour notre profession qui est bien particulière et vous la connaissez, il convenait de faire une traduction de ce référentiel qui est l'ISO 26000, et bien en faire une traduction sectorielle pour notre métier. Et donc c'est ce que nous avons fait tous ensemble, tous ceux qui sont réunis ce matin. Et nous l'avons pas fait pour nous-mêmes, nous l'avons fait pour tout le monde, considérant que le législateur lui-même, en 93, nous a dit toute organisation est en capacité d'exercer le service extérieur des pompes funèbres. Alors toute organisation, rappelons-nous qu'avant 93, c'était un monopole communal, et donc le législateur a considéré qu'effectivement, quel que soit le mode juridique dans lequel on pouvait exercer, le service extérieur des pompes funèbres rentrait dans le champ concurrentiel et reconnaissait la capacité à toute organisation, qu'elle soit publique, privée, associative et désormais coopérative, à exercer cette profession. Donc c'est pour ça que ce label n'écarte personne et il s'adresse à tous les opérateurs qui voudront bien s'engager dans une performance globale et s'engager dans une démarche de responsabilité sociétale et démontrer, comme l'ont fait Kevin, comme l'ont fait Gauthier, leurs engagements dans les 7 domaines, que comprend le référentiel. Alors je ne sais pas si on peut. Petite précision. Je n'arrive pas à revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière, donc c'est pas grave. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, la RSE s'intéresse à plusieurs domaines, 7 domaines très exactement, et non pas seulement l'environnemental, parce qu'on a tendance à confondre RSE avec l'environnemental, et c'est pour ça qu'on a souvent du greenwashing associé à la RSE. Et pourquoi? Parce qu'on dit que la RSE, c'est l'application du développement durable au sein d'une organisation. Et le développement durable, d'ailleurs, ça n'est pas que l'environnemental. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ce n'est pas l'objet. Et donc le référentiel traduit pour le funéraire ces 7 questions centrales que sont les droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont très impactants dans notre métier, le droit du défunt, le droit de la famille, le droit aussi bien dans nos consommations par rapport à nos fournisseurs. Si vous achetez du granit en Chine, s'assurer qu'effectivement ce granit est façonné de manière responsable, dans le respect des droits de l'homme. C'est les relations et les conditions de travail, c'est le bien-être au travail, reconnaître que les salariés sont des parties prenantes intéressantes pour la bonne marche de l'entreprise et donc pour la qualité des services que vous serez en capacité de rendre, parce que c'est dans la pérennité des emplois. La pérennité des emplois subordonne la motivation des équipes, et la motivation des équipes, c'est la qualité de vos services et la transitivité de l'égalité. Les 7 questions, les 7 domaines de la RSE, c'est aussi l'environnemental, c'est la loyauté des pratiques et les questions relatives aux consommateurs. Et là, nous sommes effectivement très impactés par la loyauté des pratiques, le respect de la concurrence dans nos pratiques. Les questions relatives aux consommateurs, c'est toutes les contraintes que nous avons vis-à-vis du respect des textes en matière d'information des familles et du droit de la consommation.
et les communautés et développement local être en capacité aussi d'identifier sur son territoire des communautés, en tout cas des associations qui peuvent aussi rendre des services à nos familles endeuillées. Alors, le label F, alors vous pourrez avoir un peu plus il existe aujourd'hui une page web, il existe un site web, donc vous pourrez avoir un peu plus de renseignements sur ce site et nous contacter aussi pour avoir quelques informations et éventuellement si vous êtes intéressé par une démarche. Alors le processus de labellisation, il fonctionne de la manière suivante. Alors, pour porter le label, il a fallu créer une association. Donc une association totalement neutre, qui n'est ni l'UPFP, qui n'est ni LMO, qui n'est ni l'entreprise Caton, ni autre coopérative. Non, c'est une association qui regroupe des bonnes volontés, en tout cas les membres fondateurs que nous sommes autour de la table. Elle permettra aussi à toute personne, toute organisation qui voudra se labelliser, entamer une démarche de labellisation, eh bien, d'adhérer à cette association. Et l'association, eh bien, elle a pour objectif de faire la promotion du référentiel, la promotion du label, d'apporter des services complémentaires, d'apporter de la formation en termes notamment de RSE, en termes aussi métiers. Elle enverra aussi, si elle est sollicitée pour des démarches par des candidats, eh bien, elle enverra vers ensuite l'organisme certificateur Proneo Certification qui se présentera tout à l'heure. Et ensuite, donc, le candidat qui sera volontaire pour entamer une démarche de labellisation, eh bien, s'adressera soit à l'association qui l'enverra vers Proneo, soit directement à Proneo. Et dans ce cas-là, le processus prendra en charge l'adhérent. Et je laisserai tout à l'heure Yves vous expliquer la démarche. Alors, j'ai une autre question pour toi, Patrick, parce que je disais que Patrick était à l'origine, Patrick, dans le cadre de l'UPFP, avait lancé ce projet. Il me semble que ça date d'il y a 1 an, les rencontres de l'UPFP, lors de laquelle il y avait eu une présentation, une réflexion sur la RSE. Ensuite, donc, on a commencé à travailler, etc. Donc, les personnes qui sont autour de la table. J'ai juste une question qui est importante pour les gens qui nous écoutent, c'est où est-ce qu'on en est précisément de ce projet? On annonce aujourd'hui un label et un processus de certification. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur les très prochaines étapes qui vont arriver? Alors, les prochaines, alors comme on vous l'a dit, on a un référentiel qui est sorti pas plus tard qu'au mois de septembre dernier. Ce référentiel qui est donc la traduction, je me répète, mais c'est bien de reformuler, le référentiel est donc la traduction de l'ISO 26000 pour les métiers du funéraire et maintenant il convient de le tester. Donc cette version bêta, cette version 0 du référentiel, eh bien on va la tester et comme je suis un peu l'instigateur de cette démarche, eh bien c'est à La Rochelle que nous allons tester ce référentiel. Ce qui donnera l'occasion de le toiletter, de le simplifier le cas échéant, de le compléter si nécessaire. Et ensuite, dans le courant fin du premier trimestre, en principe, le référentiel pourra, le référentiel définitif verra jour et le label pourra être proposé aux candidats qui voudraient entamer une démarche de labellisation. Donc voilà, ça. On va débuter tout début janvier le pilote à La Rochelle et normalement fin mars on devra avoir une version corrigée. Alors ce référentiel a vocation aussi il n'est pas figé dans le temps, hein, le référentiel il va évoluer avec le temps, il va évoluer avec les contraintes réglementaires, il va évoluer avec la société. Donc voilà, il n'est pas figé dans le temps, mais en tout cas il sera en œuvre à partir de fin du premier trimestre. Merci beaucoup Patrick. Donc vous avez compris, hein, ce label, il y a une association qui le développe et qui va le faire évoluer dans le temps. Et puis c'est très très important, on s'appuie sur un organisme de certification qui est indépendant et cet organisme de certification, c'est Proneo, dont je vous présente le président. Il ne marche pas ton micro ?
Donc Yves Pariot est donc le président de Proneo et je vais le laisser expliquer le rôle d'un organisme indépendant dans une démarche telle que celle qu'on est en train de vous présenter. Bonjour à tous. En effet, je dirige donc Proneo Certification. Nous sommes un organisme certificateur indépendant et c'est un peu un mot un jargon du métier, un jargon du métier, c'est avec le mot tierce partie. C'est-à-dire que nous sommes indépendants. Nous ne faisons pas partie de l'association qui a été créée. Ça, c'est un point important parce que dans le cadre de nos missions d'évaluation, d'audit, nous devons être impartials, indépendants et en dehors de la démarche. C'est-à-dire que notre métier est de missionner des auditeurs. Nous avons 150 en France actuellement. D'aller sur site et regarder les exigences du référentiel, voir si elles sont bien appliquées et à quel niveau. Voilà. À l'issue de ces audits, donc, on réalise un rapport et à partir de là, on détermine le niveau du label. Voilà. Il y aura 3 niveaux pour le label selon le niveau de performance de l'entreprise et l'objectif, c'est de revenir pour voir l'évolution des pratiques de l'entreprise et voir si ça s'améliore, comme ça on pourra augmenter son niveau de label au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc notre métier c'est vraiment d'aller donc voir les entreprises et de les valoriser à travers le référentiel, là, notamment RSE, qu'elles respectent. Voilà. Donc nos auditeurs passent en revue toutes ces exigences, partagent avec les audités le niveau atteint, et fait éventuellement des remarques sur ce qui peut dysfonctionner afin que la situation s'améliore lors du prochain audit. Voilà. Donc ça, ce point est très important. Nous avons notamment des autorisations, pour ceux qui connaissent un petit peu, du comité français d'accréditation, qui est le COFRAC, qui nous audite nous-mêmes pour montrer aussi notre indépendance et la manière dont on travaille. Donc, ce qui fait la force de ce label, ce qui fera la force quand il aura ses premiers labellisés, c'est vraiment d'avoir un œil extérieur qui vient contrôler ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Merci beaucoup Yves. En guise de conclusion, je vais passer la parole à Manuel. Sauf-Plan. Pour ceux qui ne connaissent pas Manuel, donc il est le directeur général du Pêche Bleu, qui sont les pompes funèbres occitanes, avec comme actionnaires Béziers et puis les 56 communes autour de Béziers. Tu es également président de l'Union du pôle funéraire public, qui regroupe des établissements publics locaux, des régies, des services municipaux sur tout le territoire. Alors, en termes de conclusion, moi, ce que je dirais, c'est, avant de te passer la parole, l'UPFP est à l'origine de ce projet, on l'a dit. Et finalement, on se retrouve assez nombreux autour de cette table. Et donc, quel regard poses-tu sur ce label qui est présenté aujourd'hui? Ouais, merci Chantal. Ouais, c'est dur de dire un truc intelligent après tout ce qui a été déjà évoqué. En tout cas, vous êtes tous invités. Je crois que l'ancrage local, le développement local fait partie d'une des questions centrales du RSE. Vous êtes tous invités sur le stand du PFP. On a du vin de Loire, on a de la charcuterie basque, on a voilà, tout ce qu'il faut. Non, plus sérieusement, ce que j'en pense, moi, c'est que j'entendais ce matin, je prenais mon café, je regardais une interview d'un de mes confrères qui était sur le salon du maire. C'était sur LinkedIn, qui disait nous sommes là pour expliquer aux maires que les crématoriums vont leur faire gagner de l'argent. Bon, il était temps que ce label arrive, pour mettre un petit peu en lumière ceux qui sont d'abord là pour accompagner les familles avec humanité et déontologie, et puis différencier les acteurs vertueux et mettre un peu plus de transparence et de loyauté dans nos pratiques et dans notre métier que l'on fait quotidiennement avec proximité, avec amour et avec autre chose en tête que la simple rentabilité des uns et des autres. Je crois qu'aussi on a fait en sorte que ce ne soit pas un simple coup de com' ou comment dire, une simple idée. On a essayé de transformer l'essai. Bon, ça c'est ma passion pour le rugby en étant biterrois, mais c'est bien d'avoir des idées, les mettre en pratique à travers des organismes, des associations et cadrer le développement de ce label, c'est autre chose. Et j'espère que vous allez poser des questions tout à fait concrètes sur
quand, combien, comment, combien ça va coûter pour une PME, pour une TPE, pour une grosse entreprise, combien de temps ça va me prendre, est-ce que ça remplace ou pas une norme que j'ai déjà, une ISO 14001, une norme NF, enfin, allez-y parce qu'on a vraiment des réponses concrètes à ces questions concrètes et moi c'est ce qui m'intéresse plutôt que de dire on lance un label, on le jette en l'air et il retombe jamais. Non, non, nous, il retombera toujours sur ses pattes et on espère nous aussi. Donc voilà ce que je voulais dire en guise de conclusion. Et une dernière chose, c'est que Gauthier l'a dit, tout le monde l'a dit, mais ce label, ça a été un sujet pas de réconcilier, mais de réunir plusieurs fédérations, plusieurs institutions, plusieurs acteurs. Il y a des consultants, il y a des privés, il y a des indépendants, il y a des mutualistes, il y a du public. Et ça, moi, ça me plaît. Ça me plaît parce qu'on est un petit métier. On est 30 000 ou 35 000 à bosser dans le funéraire en France. Et il y a presque autant de salariés que de fédérations, j'ai l'impression, ou de réseaux. Donc, au bout d'un moment, ce métier, il a des objectifs communs, des partis pris communs. Et il faut arrêter les clivages, il faut savoir se réunir autour d'idées qui vont le professionnaliser, qui vont le rendre plus beau, plus crédible, plus transparent. Et j'espère que le RSE n'est que le début et que le symbole de beaucoup d'autres sujets qui seront portés par la majorité d'entre nous. Parce que d'une voix, je pense qu'on est bien plus visible et bien plus intelligent que de plusieurs, chacun dans son coin. Donc voilà. Il y a un message fort de différenciation à travers ce label des entreprises qui font le métier avec, encore une fois, loyauté. Vraiment, c'est un terme que j'aime bien. Avec loyauté. Ouais. Avec loyauté envers son personnel, envers les familles, envers ses concurrents. Voilà. La loyauté, ça regroupe beaucoup de valeurs qui nous sont chères à tous. Et je pense que ça mettra la lumière sur ceux qui la portent fièrement tous les jours. Et la majorité d'entre nous le font, je crois, avec cet état d'esprit-là. Donc voilà, et le second message, c'était cette ouverture d'esprit, ce bon sens de se dire, bon, ben voilà, on pense la même chose, c'est pas parce qu'on est public, privé, petit, gros, qu'il ne faut pas se parler, se réunir. Et j'espère qu'il y aura d'autres sujets qu'on portera en commun et qui nous permettront d'améliorer aussi notre performance, parce que au-delà de ça, c'est bien de mettre des process en place dans nos institutions, mais je pense que le RSE, et peut-être que Yves nous le confirmera, peut aussi être un levier d'amélioration de la performance globale de l'entreprise. Voilà, au-delà de l'image, au-delà des valeurs, il y a aussi cette idée de rendre une entreprise plus performante. Mais ceux qui s'inscriront dans ce, et je terminerai là-dessus, dans ce label, je crois qu'ils sont déjà RSE, en fait. Voilà, je crois qu'ils le sont déjà. Donc, allez-y, j'espère que tous, vous allez signer, mais je crois qu'on l'est naturellement. Voilà, donc, ça ne sera pas compliqué pour nous tous d'avoir la pastille sur l'entreprise, parce que je crois qu'on le fait déjà. Voilà. Merci de votre attention, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manuel, merci à tous les intervenants. On va avoir le temps là, de prendre des questions. Comme c'est assez bruyant, je vais... alors je ne sais pas où est passée la personne qui doit passer le micro. Voilà. Merci de poser vos questions une fois que vous avez le micro entre les mains. Si jamais vous avez des questions donc, qui vous viennent à l'esprit, mais dans quelques heures ou dans quelques jours, je vous redonne nos coordonnées. Donc, vous pouvez poser des questions sur... déjà, il y a un formulaire de contact sur notre site web, labelf.org. Vous avez un formulaire de contact. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails à contact@labelf.org. Et à la sortie, vous avez un petit formulaire si vous voulez laisser vos coordonnées. Je pense qu'on n'en aura pas assez pour tout le monde, mais ce n'est pas grave. Internet prendra le relais. Voilà, donc je vous laisse poser les questions. Là, je peux vous passer le micro. Oui, bonjour, merci beaucoup à vous tous. Bravo pour cette démarche. Première question, quel va être le périmètre exact des activités couvertes par ce label, notamment les interactions qu'on a avec nos fournisseurs, plaques, cercueils, marbreries, comment ça va être pris en compte? Et deuxième question, elle est vénale.
c'est le calendrier d'une certification. Si par exemple on s'inscrit fin mars, combien de temps on part de zéro? Partons du principe qu'on part de zéro. On est le pire élève de la classe. Si on veut s'inscrire dans une démarche de progrès, quel va être le calendrier et le coût de cette certification a priori sur 3 niveaux? Moi, je vais surtout répondre sur la première partie, le périmètre. Tu répondras sur le coût. Et voilà. Je vais répondre sur le périmètre. Effectivement, j'ai omis de le préciser et j'en suis désolé. Le périmètre du label, effectivement, il comprend donc les services funéraires de la manière la plus large possible, c'est-à-dire que d'abord le service extérieur, ce qu'on appelle le service extérieur des pompes funèbres, hein, c'est une vieille notion issue de 1904, mais enfin bon, tout le monde ici sait ce que ça veut dire. Donc il comprend le service extérieur des pompes funèbres, donc les entreprises de pompes funèbres, avec leur activité de prévoyance obsèque, donc aussi la prévoyance obsèque, avec l'activité de marbrerie funéraire, si l'entreprise exerce la marbrerie funéraire, la crémation, le crématorium pour ceux qui sont gestionnaires de crématorium, et aussi, et on n'a pas oublié les collectivités, puisque les collectivités pourront, si elles le souhaitent, obtenir le label dans le cadre de la gestion de leur cimetière. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un périmètre le plus large possible et qui en principe, n'a oublié aucune des activités liées aux funéraires. Alors, pour revenir aux fournisseurs, par rapport à votre question sur les fournisseurs, la question n'est pas... les fournisseurs ne sont pas dans l'immédiat, dans le périmètre de ce référentiel, ce qui n'empêche que les labellisés devront s'interroger sur le positionnement de leurs fournisseurs quant à leur respect sur certaines règles, et notamment environnementales, droits de l'homme, droit du travail, voilà. Hein, donc effectivement, un labellisé, on pourrait pas imaginer qu'un labellisé puisse contracter avec des fournisseurs qui est peu respectueux. Hein. Voilà. Donc si les fournisseurs aujourd'hui ne sont pas dans le label, en tout cas ils le sont indirectement. Alors voilà, pour répondre à la partie financière, je le délègue à Proneo Certification Yves Parillo, parce qu'effectivement, comme vous l'avez vu, il est totalement indépendant en la matière. Pour reprendre votre expression, démarrer à partir de zéro, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des pratiques dans l'entreprise mises en place, et ça c'est un point important. Deuxième chose, le label est à niveau. Voilà. On ne demande pas à quelqu'un d'être champion du monde tout de suite dans le domaine de la RSE. Donc vous pouvez progresser dans le temps, c'est l'objectif. Hein. On sait très bien qu'une démarche RSE, ça se fait dans le temps, c'est une démarche qui prend du temps, donc il faut progresser au fil des années. Ça c'est un point important. Pour revenir au niveau du coût, le coût est variable selon plusieurs critères. Est-ce qu'on va labelliser un crématorium, des pompes funèbres, des cimetières, donc c'est selon le périmètre, et aussi le nombre d'établissements. Est-ce qu'il y a un établissement, 2, 3, 5, 10, 15, voilà. Donc vous avez plusieurs variables. Le coût, on va dire pour une petite structure d'une dizaine de personnes, est environ de 3 000 € pour avoir accès au label. Pardon, alors le label est valable 2 ans. Voilà. Au bout de 2 ans, on refait une évaluation pour voir l'évolution et on espère voir une performance s'améliorer. Voilà. Donc ça c'est un point important. Alors pour se préparer au label aussi, ce qu'on a mis en place, c'est des aides. Alors, ce n'est pas Proneo Certification qui va porter cette offre-là, mais c'est l'association qui va aider aussi à se mettre à niveau à travers du conseil ou de la formation. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas, parce que nous, en tant qu'organisme indépendant, on n'a pas du tout accès à cette partie-là. On ne peut pas être jugé partie, aider d'un côté, puis venir certifier de l'autre. Ce serait un mélange des genres qu'on évite précieusement. Voilà. Bonjour, merci. Et les 3 niveaux, justement, plus concrètement, et les points d'audit, alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Patrick, tu as le référentiel sous les yeux, donc. Oui, en fait, les points d'audit, les différences entre les 3 niveaux et des exemples de points d'audit.
Sur le délai, à partir du moment où vous êtes prêt, on va dire, sous 3 à 6 mois, on peut organiser un audit. Voilà. Après, tout dépend du niveau de maturité de notre entreprise et des constats qu'elle fera déjà sur son niveau de préparation. Voilà. Alors sur les exigences, il y en a à peu près 120, à peu près. Et je pense que Patrick aura peut-être quelques exemples concrets à citer. Ça marche. Oui, je ne vais pas rentrer dans le référentiel, voilà, c'est quand même pas mal de pages, donc je vais vous citer un exemple. Par exemple, dans le domaine de la gouvernance, la question centrale numéro 1, qui est la gouvernance de l'organisation, nous avons les relations et le dialogue avec les parties prenantes. Alors les parties prenantes, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'il y a, c'est tout l'écosystème autour de l'entreprise, c'est les fournisseurs, les autorités, les salariés, les familles, bien évidemment, les familles. Et donc, alors, il y a des niveaux obligatoires et ensuite, il y a des niveaux optionnels. Et ces options permettent d'avoir différents niveaux. Hein. Par exemple, je vais vous prendre le premier, relations et dialogue avec les parties prenantes. L'établissement identifier ses parties prenantes, ça, ce sera obligatoire. Il va falloir qu'elle ait une cartographie de ses parties prenantes. Hein, qu'est-ce qui constitue mon écosystème? L'établissement a hiérarchisé ses parties prenantes en fonction de leur pertinence vis-à-vis de la démarche RSE, afin d'identifier ses parties prenantes majeures. Donc ça fait partie des critères obligatoires. L'établissement a mis en place un système d'écoute des parties prenantes majeures. Là aussi, ça fait partie des incontournables. Ensuite, nous avons dans le même chapitre, pour obtenir des niveaux supérieurs, des actions d'échange et d'implication des parties prenantes majeures dans la démarche RSE sont définies. Alors, elles sont simplement définies, ça nous donne un niveau 1. Elles sont mises en œuvre, là, ça nous donne un niveau 2. On permis une implication de 50% des parties prenantes majeures, ça nous donne un niveau 3. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a là, pour cet exemple de cette question-là, on a identifié ces parties prenantes, donc tout l'écosystème, et à un moment donné, niveau 1, niveau basique, niveau obligatoire, je les ai identifiés. Après, j'ai entamé un dialogue avec elles parce qu'effectivement, dans le cadre d'une démarche RSE, c'est d'être en permanence en dialogue avec ces parties prenantes. J'ai défini les actions. Voilà, je suis au bon niveau. Mais si je les ai mises en œuvre, effectivement, j'atteins un niveau supérieur. Donc voilà comment fonctionne à peu près le référentiel. Et ça, pour les 7 questions centrales et leur déclinaison, je vous en ferai... oui, tu nous feras grâce. Voilà, je vous ferai grâce de ce matin. 124 autres. Juste pardon, une précision, c'est que autant effectivement on est complètement hermétique, opaque avec l'organisme qui va certifier, autant les professionnels qui sont ici autour de la table ont lourdement et fortement participé à l'élaboration du référentiel proposé par l'organisme. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire quelque chose qui ne corresponde pas à notre quotidien. Donc c'était important aussi pour nous, même si on n'est pas ni juge ni parti, on n'est pas juge mais on est parti. Et ça c'est pour moi important parce que sinon on aurait fait quelque chose qui aurait pu paraître dissonant par rapport à d'autres labels plus généralistes que proposent les organismes certificateurs. Voilà, c'était juste une précision, mais c'était quand même important. C'était très important. Parce qu'on y a passé beaucoup de temps et ils nous ont écoutés et on a fait quelque chose qui soit vraiment abordable et facile parce qu'on sait ce qu'on vit, ce que vous vivez. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est bon. Merci. Merci à tous. Madame Gay, Société Fils de Louis Gay, en Ardèche. Vous avez soulevé le problème tout à l'heure, le problème, pas forcément problème, mais avec la norme NF. Donc, comment s'implique le label avec la norme NF ou est-ce qu'il faut forcément les deux? Est-ce qu'il faut dissocier ou voilà? C'est pas un problème. Hein, non. Alors, j'ai pas pris le bon mot, mais vous allez peut-être me le trouver. C'est très bien déjà que des organismes aient mis en place déjà des démarches de certification. C'est un plus pour l'organisme. Ce qu'on a prévu de faire aussi, c'est une fois qu'on aura terminé le pilote, de faire une sorte de table d'équivalence avec d'autres certifications qui sont sur le domaine du funéraire, afin de ne pas réauditer des choses qui ont déjà été auditées. Voilà, ce qui permettra d'alléger aussi le coût du label. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se met en place pour la norme NF et on pourra peut-être le développer sur d'autres référentiels aussi. Voilà. Pour compléter,
pour vous expliquer, la RSE, vous avez vu, c'est 7 questions centrales qui comprennent l'environnemental, les questions de qualité au travail, relation des conditions de travail, la loyauté des pratiques et la relation avec les consommateurs. Eh bien, vous voyez, il y a un large spectre de la RSE et les normes, aussi bien les normes services, NF, services funéraires, vont répondre à certaines de ces questions-là. Vous voyez, à certains de ces chapitres-là. Dans les 7 domaines, par exemple, la norme NF va répondre à la loyauté des pratiques et la relation avec les consommateurs. L'ISO 14001 va répondre à tout ce qui est environnemental. Hein. Donc, effectivement, le fait d'avoir une de ces normes va permettre de pouvoir avoir un niveau supérieur du label, par exemple. Hein. C'est aussi un des objectifs. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez la norme NF, vous aurez déjà répondu à pas mal de questions du label, mais pas toutes. Pas toutes. Hein. Donc ça n'est qu'un plus hein, que d'avoir effectivement une de ces normes, si vous les avez déjà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Oui, bonjour. Alors, je trouve ça très intéressant, bien sûr. Je me posais surtout la question, le faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est quoi, comment, en fait, surtout ? C'est tout l'intérêt d'une démarche RSE, parce que l'intérêt d'une démarche RSE, ce sera de communiquer, et c'est de communiquer sur ses enjeux. C'est-à-dire qu'on ne va plus communiquer, je suis une entreprise de pompes funèbres qui fait des transports de corps et qui organise des obsèques, je suis une entreprise de pompes funèbres qui répond à tel enjeu, labellisé, qui a le label F, et qui répond à tel enjeu voilà, en matière environnementale. Donc, dans vos communications, vous pourrez de temps en temps aller cibler quelques enjeux. Et donc, vous allez plutôt communiquer sur ce que, comment dirais-je, sur cette performance, sur ces enjeux, sur cette démarche RSE, plutôt que de dire ce que vous êtes et que tout le monde sait déjà. Hein. On sait que vous êtes entrepreneur de pompes funèbres et que vous organisez des funérailles. Eh bien non, vous allez vous positionner autrement, vous allez vous faire connaître autrement et au travers de tous ces enjeux-là. Hein. Donc c'est un outil en plus de communication. Je voudrais juste compléter... Ça marche pas ? C'est bon, pardon. Je voudrais juste compléter ce que Patrick vient de dire pour te répondre. En gros, je pense que les familles et le grand public verront plus les actions que le label. Par contre, tout le monde sait que l'enjeu de la prévoyance de demain est un enjeu majeur. Certains font partie des réseaux pour ça, certains parfois vendent leur entreprise pour ça. Parce qu'on se dit comment, dans les années à venir, je vais pouvoir encore exister si je n'ai pas les contrats obsèques de certaines grandes compagnies. Historiquement, les labels servent à ça. C'est-à-dire que demain, peut-être qu'un label RSE, parce qu'une compagnie d'assurance au niveau national sera très engagée dans la RSE, elle ne voudra signer qu'avec un réseau ou qu'avec des partenaires qui sont eux-mêmes engagés. Et dans ces cas-là, ça devient un label fort pour le B2B, pour les prescripteurs. Et finalement, les actions réalisées, elles, sont visibles par les familles, mais pas forcément le label par la famille. Parce que la récurrence de consommation dans le métier fait que les gens ne nous connaissent pas finalement bien. Par contre, s'ils voient que dans vos cercueils et dans vos capitons, tout est biodégradable, d'origine française, en matériaux naturels, que votre corbière il est électrique, qu'il y a des bornes électriques, en fait, ils ne sauront pas pourquoi, mais verront juste une image très positive de votre entreprise. Et peut-être pas le label. Voilà. Excusez-moi, je ne sais pas si on a bien répondu à ta question. Est-ce qu'elle ne portait pas sur la communication, la commercialisation du label de notre part aussi hein. Bon, pour y répondre clairement, ça sera le rôle aussi de l'association de communiquer auprès des autorités, auprès des institutions, auprès du grand public, auprès des professionnels sur ce label à travers les outils de communication classiques. Voilà, on va essayer que cette association ait un modèle économique qui lui permette d'avoir des rentrées quand un adhérent va, de fait, quand il s'inscrira dans une procédure de labellisation, il sera de fait adhérent à notre association, à cette association, et ça lui permettra d'engendrer des dépenses, notamment pour commercialiser, communiquer et permettre des formations et des outils d'aide à travers différents prestataires pour ceux qui le souhaiteraient. C'est bon ? Ce qu'on voudrait aussi, c'est que
Enfin, ça, c'est pour vous connaissez tous. Ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'effectivement, le fait qu'on ait le label, que les uns et les autres on ait le label, et bien, quand vous aurez un contrôle de la DGCCRF, ils viennent plutôt avec le sourire. Ils viennent plutôt avec le sourire plutôt qu'avec l'idée de trouver des choses. Voilà. Donc, ils seront déjà, ce sera déjà un gage de sécurité vis-à-vis des autorités aussi. Hein. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Alors donc, je le redis encore une fois, mais la pédagogie, c'est la répétition. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous les poser par mail ou sur le formulaire de contact qui est sur notre site. J'espère qu'on aura réussi à vous communiquer notre enthousiasme parce que ce projet, c'est un beau projet et on est vraiment très très content de pouvoir le défendre devant vous aujourd'hui. Et en fait, pour être très transparent, c'est la première fois qu'on se voit en vrai depuis qu'on travaille ensemble pour des raisons de Covid, machin, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît depuis 2 ans. Et donc, ça va être l'occasion pour nous de signer les statuts de l'association. Et voilà, on va le faire maintenant. Voilà. Et on vous remercie vraiment tous de votre implication et de votre attention.